C'est que t'as pas la foi. La foi en l'idée, dans le concept que la vie te veut du bien. Mais je l'avais quand même. Donc grosse impression de que ça allait jamais partir, quoi. Et donc là, je suis passé par les phases que tout anxieux, par laquelle tout anxieux passe, les peurs horribles de avoir l'impression qu'on va jamais guérir, rester comme ça toute sa vie. Il y a un changement global, il faut que tu changes ta vie, parce que là, ta vie, elle va droit dans le mur, tu vois. Et là, tu passes vers des actions qui sont cognitives, donc des schémas de pensée que tu vas avoir dans ta tête. Bonjour Arthur, Coucou Antoine, ça je va? suis impressionné de te voir en vrai. J'ai consulté de manière compulsive toutes tes vidéos. Tu as notamment des vidéos sur... Moi, j'ai été découvert sur TikTok qui parlent de Ouais. l'anxiété et notamment des crises d'anxiété. Moi, j'ai un fond assez anxieux. Et tu as Mm. changé ma vie. Ah ouais? Donc, déjà un immense merci. Est-ce que toi aussi, j'imagine que si tu parles de ça, c'est que tu as dû aussi avoir ce passif d'anxieux. Oui, bien sûr, c'est un peu ma marque de fabrique. Moi, le contenu que je propose, c'est une expertise empirique. Donc, j'ai vécu un problème, j'ai eu la chance de le résoudre et j'aide les gens à faire pareil. En gros. Comment est-ce que ça se manifestait chez toi, ces crises d'anxiété? Parce que je pense que quand on en parle à quelqu'un qui ne l'a jamais vécu, Hmm. je pense que c'est même dur à comprendre pour quelqu'un qui n'a pas de crise d'anxiété de savoir ce que c'est réellement. Hmm. Bah, je pense que la meilleure façon de l'expliquer, c'est de faire chronologiquement comment ça s'est déclaré, tu vois. Moi, ça s'est déclaré, j'ai toujours eu une enfance, on va dire, relativement heureuse. Pas parfaite non plus, mais j'ai une relation très proche avec mon frère jumeau, donc je me suis beaucoup amusé. J'ai une enfance vachement liée au côté positif de la vie, on va dire. Et c'est quand je suis arrivé vers, on va dire, le début de la vingtaine. J'étais en études d'ingénieur, je finissais un peu mes études et je voyais un peu la vie active qui pointait le bout de son nez. Donc déjà, ça me faisait pas mal bader, mais ça restait juste un moment un peu compliqué. Mais j'ai eu un événement un peu particulier où j'ai mon meilleur ami qui a failli mourir devant moi. Donc en gros, j'ai eu une expérience proche de la mort. Euh, Heureusement, tout s'est bien fini, aucun problème, mais je me sentais pas très bien. Une fois qu'il y a eu cette expérience, pendant 2 semaines, je me sentais différent. Je me rappelle que j'appelais beaucoup mes potes, j'appelais beaucoup ma famille pour parler, parce que je sentais qu'il y avait un mal-être en moi que je comprenais pas trop. Et il y a eu une période d'incubation bizarre comme ça, hein, pendant 2 semaines, et puis un beau jour, je rentre. J'ai passé une très bonne journée, c'était un lundi. Et puis là, d'un coup, grosse crise d'angoisse. Une impression d'être la première impression de l'angoisse que j'ai eue, c'est une impression d'être emprisonné dans ma tête, en fait. Une espèce de cage qui Ça me parle m'emprisonnait dans totalement, ma ouais. tête. Et donc, une impression de pas pouvoir l'échapper parce qu'on est dedans et on peut rien y faire. Et donc, tout explose d'un coup. Euh, J'appelle mon frère directement. Je lui dis, mec, je sais pas ce qui m'arrive. Je savais même pas ce que c'était un trouble anxieux à l'époque. Moi, pour moi, il y avait un seul trouble émotionnel, c'était la dépression. Donc, je suis en mode, Oui. bah, je dois faire une dépression, voilà. Et je sais pas, il me calme un peu. J'arrive à dormir 2 3 heures. Je me réveille à 5 heures du mat. J'avais cours à 16 heures, donc je me lève. Et là, première expérience avec le gros symptôme de l'anxiété qui est la DPDR, donc la dépersonnalisation et déréalisation, où en fait, j'avais comme un filtre noir devant les yeux, en fait. J'avais l'impression d'avoir le monde à 10 mètres de distance de moi et de pas Ça me parle aussi, ressentir ouais. vraiment les choses, de pas voir vraiment les choses, d'être un peu spectateur du monde, quoi. Un peu comme si la simulation de la matrice était en train de bugger et j'étais pas vraiment connecté, quoi. Oui. Et ça partait pas, c'était là et ça partait pas. Et j'avais déjà eu cette impression en ayant fait un peu le con, en ayant fumé un peu du cannabis et tout ça, mais je savais toujours que ça partait. Mais là, j'étais pas sous effet de drogue, mais je l'avais quand même. Donc grosse impression de que ça allait jamais partir, quoi. Et donc là, je suis passé par les phases par laquelle tout anxieux passe, les peurs horrible de avoir l'impression qu'on va jamais guérir, rester comme ça toute sa vie, la peur de devenir fou, la peur cette impression en fait que ma vie était finie en fait. J'avais 22 Oui. ans, ma vie était terminée. J'étais pas mort, mais mon cerveau avait pété un câble et c'était fini. Et j'avais cette profonde impression que je ne reviendrai plus jamais comme avant. Et Ces, ces crises sont. Je suis désolé. On a un tout petit. Si, je suis désolé si je te coupe, on a un mini décalage et du coup, je risque de manger un ouais, peu tes mots de temps en temps. pas de souci. Ces crises, déjà c'est constant de toute ta journée, mais il y a des phases où tu as quand même des pics en plus. C'est ça, hein? Moi, j'avais des crises de non-angoisse. Donc, en fait, je passais toute ma vie, toute ma journée en angoisse constante. Et j'avais des moments où j'étais pas anxieux. Genre.
j'avais des crises de T'avais non-angoisse. des Donc crises de j'avais une heure par non-angoisse. jour où j'étais Une pas heure par jour, angoissé. Je me disais, t'étais tranquille. comment ça se fait? Voilà. Et j'ai l'impression que c'était passé, que ça reviendrait plus jamais. Et puis à chaque fois, ça revenait. Et, euh, et puis ouais, après, les 2 premières semaines sont les pires, hein, parce que tu sais pas ce que tu as. Moi, j'ai mis 2 jours déjà à savoir que c'était pas la dépression, que c'était un trouble anxieux. Donc déjà, comprendre que c'était un trouble anxieux, bah ok, t'es en mode c'est quoi ça? Qu'est-ce que je fais? J'ai mis une semaine à avoir le courage d'aller voir une psy. Donc ça peut paraître beaucoup, mais en vérité, j'ai eu la chance de prendre cette bonne décision. J'ai aussi eu la chance de tomber sur une bonne psy, qui était une très bonne praticienne, avec un très bon mindset et tout ça, et très compétente, en tout cas au max de ses capacités. Et donc après avoir été pris en charge, déjà ça allait mieux. Mais s'en est suivi quand même. La première année était vraiment compliquée. La première année était vraiment compliquée. C'était marqué par des pensées obsessionnelles, de la dépersonnalisation, euh, quelques phobies d'impulsion, mais pas trop. Mais juste un état constant d'angoisse, quoi. Je pensais qu'à ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'était ma vie. Ça me parle très bien, ouais. Ma vie, c'était que Chez ça, quoi. toi, c'est démarré chez toi, ça a été démarré par cette expérience, tu m'as dit, d'un ami qui a failli mourir, ou Ouais. qui rêvait un drame. Chez moi, ça a été d'autres soucis. Je parle pas trop de moi, mais Mm. j'ai eu un truc qui m'a déclenché ça, et à en devenir fou, à juste vouloir que je voulais que mon cerveau se débranche. Je voulais que ça Ouais. s'arrête. Ça ne s'arrêtait Ouais. jamais. C'est-à-dire que ta vie devient ton angoisse. C'est insupportable. Chez d'autres Ouais, gens, d'accord. parce que ma chaîne parle beaucoup d'amour, chez d'autres gens, ça peut être une rupture amoureuse, j'imagine, peut aussi Mm. démarrer ça. Vivre avec une personne toxique peut aussi démarrer ce Ouais. genre de choses. Un mauvais divorce, une mauvaise séparation peut vivre à côté de gens toxiques aussi. Par exemple, tu es dans un travail où tu as un patron, où tu as des collègues qui te mettent la misère, peut démarrer Ouais. cette anxiété. Il y a tout un tas Bon, je pense que même si à la fin ça se ressemble, la conclusion se ressemble chez beaucoup de gens, l'origine peut être extrêmement différente. Moi, c'est ce que j'appelle l'événement émotionnellement traumatisant. C'est marrant parce que tu as raison, on retrouve à peu près toujours la même chose. Soit c'est une expérience proche de la mort, donc soit toi, tu Oui, évites la mort de proche, soit un pote à toi évite la mort de proche, soit quelqu'un dans ton entourage décède malheureusement. Donc il y a une vraie confrontation véritable à la mort. Des relations toxiques aussi, notamment avec les pervers narcissiques, toutes les personnes avec des troubles de personnalité abusifs comme ça. Une crise d'angoisse particulièrement élevée et surprenante, ça peut arriver aussi. J'ai beaucoup de clients aussi avec une prise de drogue. Je pense que moi, c'était aussi lié parce que j'étais sous l'emprise de cannabis alors que je fumais pas beaucoup. Mais justement, j'ai dû fumer une fois par an cette année-là. Mais la fois où je l'ai fait, c'est là où mon ami a failli mourir. Et oui, donc, ça a amplifié encore plus l'événement. Je pense que j'aurais pas été sous l'effet de THC à ce moment-là. J'aurais pas eu ce trauma que j'ai eu. Mais après, tu vois, il y a plusieurs. Tu peux voir la chose de différentes façons. Tu peux la voir soit d'une façon vraiment purement scientifique ou alors au sens plus large des choses. Je savais que ma vie était pas bien à ce moment-là, en tous les cas. Genre, mm, j'étais pas aligné avec ce que je voulais être. J'avais cette confrontation à une vie qui m'attendait d'ingénieur privé de sens, à travailler pour une boîte, pour aider une boîte à faire de la thune, pour que ma boîte se fasse de la thune, pour que je me fasse de la thune. Donc il y a aussi ce côté un peu quand tu regardes les choses au sens le plus large, c'était une sonnette d'alarme en mode Arthur, qu'est-ce que tu fous là? T'as une vie, t'as la chance oui. miraculeuse d'être sur Terre et tu vas faire ça. Tu vas juste faire ça et passer 35 heures de ta semaine avec 2 heures par jour pour toi, pour un truc que tu veux pas faire. Donc il y a eu aussi ce côté-là, je pense, qui a clairement joué dans la balance. Et pour moi, avec le recul, je pense que c'est juste la confrontation à la mort m'a profondément rappelé le côté précieux de la vie. Et du coup, Oui. tous les sonnettes d'alarme de mon corps se sont mises en route pour me dire, Arthur, là, faut changer quelque chose. Et donc, à la fois un changement conjoncturel dans le sens où bah, ça m'a aussi permis d'amorcer un processus de changement professionnel. Donc, réfléchir à plutôt créer ma propre entreprise plutôt que devenir ingénieur et tout ça. Donc, il y a eu tout un chemin par rapport à ça, mais aussi par rapport à ma santé mentale, par rapport à mon fonctionnement psychologique. Je me doutais que j'avais aussi, moi, une façon de voir les choses qui n'était pas OK. Et puis même, de manière générale, j'étais perdu, je m'aimais pas, que ce soit physiquement ou mentalement. J'avais énormément de problèmes. J'ai pas de succès avec les filles, par exemple, tu vois. Genre, aucun aspect de ma vie vraiment était. Je sortais pas, j'étais trop casanier, donc je vivais pas la vie tout simplement, tu vois. Et Oui. donc c'était un peu la sonnette d'alarme en mode, il y a des changements psychologiques, des comportements cognitifs à faire, mais il y a un changement global. Il faut que tu changes ta vie parce que là ta vie elle va droit dans le mur, tu vois. Donc ça Oui. c'est un peu des choses que j'ai réalisées avec le temps, Donc mais il ouais. y a l'acte, mais il y a déjà il y a le terrain, ça.
moi qui étais ingénieur comme toi, j'ai Ouais, jamais eu autant trop cool. d'anxiété qu'à l'époque, et avant de partir créer ma boîte. Un coucou à Ouais, mes anciens collègues d'il y a longtemps, mais en ouais. effet, réaligner sa vie était déjà une très bonne chose. Tu es le premier à avoir. On va revenir après ça dans le détail de. D'accord. J'aimerais juste qu'on comprenne la méthode, et après ça qu'on arrive dans le détail de chacune des Ouais. situations, notamment dans tout ce qui parle de l'amour. Tu es le premier, parce que. Attends, tu es le premier à avoir une méthode qui me parle. Parce que pour situer le contexte, et t'en parles dans tes vidéos, chaque praticien, chaque psychologue, thérapeute, coach, chaque livre va Mhm. arriver avec une théorie qui sera un petit peu différente. Ouais. Et t'es le premier à avoir une méthode où quand je t'ai vu, j'ai eu un déclic de suite. Je me suis dit, waouh, ça mettra la fin à mon anxiété. Et ça Mhm. s'appelle la technique des CCR. Yes. Ah, il y a mon petit chat Est-ce qui fait que une apparence. Dis bonjour à tout le monde. j'ai la liste devant moi des 22 CCR. Yes, Est-ce que tu as la liste de tête? Est-ce que tu veux que je la lise? bien Est-ce sûr. que tu veux expliquer ce que Ah, le c'est? nombre de fois où je la fais pas. En gros, moi, le Que veut procédé que dire j'ai CCR utilisé, déjà? CCR, ça veut dire contrôle, enfin, ouais, contrôle, certitude et réassurance. Et donc, en fait, moi, pour t'expliquer un peu le procédé, moi, ça a été particulier parce que ma guérison de l'angoisse, donc il y a eu une année très compliquée où j'ai pas guéri, j'ai empiré mon angoisse même, on va dire, mais c'était un peu l'année découverte. Et après, j'ai commencé ma guérison au bout de la deuxième année, troisième année. 2 années de vrai travail, tu vois. Mais la fin de mon angoisse, c'était 2 années encore après, la troisième et quatrième année, où je ne saurais pas exactement te dire quand est-ce que j'ai plus été diagnostiqué trouble anxieux, en fait. C'est comme ça que l'angoisse part, malheureusement, c'est un peu traître. Elle dit pas en mode c'est bon, t'es guéri et c'est fini, tu vois. C'est juste en mode tu rentres dans le flou, tu acceptes un flou qui est nécessaire pour guérir, et puis tu te réveilles un jour et tu te dis putain, mais ça fait 6 mois que je me fais crise d'angoisse, quoi. Hmm. Ça fait 6 mois que j'ai même pas pensé au sujet de l'angoisse, tu vois. Et donc moi, j'avais quand même eu, tu vois, cette motivation d'aider les gens. Donc à la base, j'ai créé une application de méditation parce que je voulais aider les gens, mais c'est un peu, tu vois, une façon de tourner autour du pot. Et au bout de 2 ans, après l'anxiété, je me suis dit, Arthur, la plus grande valeur que tu as apportée, c'est que tu as guéri de l'angoisse maintenant. Tu as eu le temps de vivre sans l'anxiété, donc tu as pu prendre du recul par rapport à ça. Bah maintenant, tu as toujours pensé à ça. En plus, quand tu étais anxieux, quand tu guériras, tu aideras les gens. Et donc, j'ai dû faire un peu, tu vois, un rétro-engineering de pourquoi moi je Oui. suis comme ça, pourquoi je suis plus anxieux et qu'est-ce qui a changé en fait, tu vois. Parce qu'il y a eu beaucoup de lâcher prise entre temps, beaucoup de lâcher de contrôle. Donc, bah, je pouvais pas te dire exactement pourquoi j'étais pas anxieux. Et donc, j'ai commencé ce travail de rétro-engineering et les choses me sont apparues très claires en fait. Tu vois, quand tu fais la rétrospective une fois que tu as guéri, en fait, j'ai guéri par essai-erreur en vérité, tu vois, grâce à des conseils que bien d'autres personnes m'ont donné, tu vois. Et donc, c'est vrai que j'ai assez rapidement remarqué qu'en fait, c'était théoriquement, la guérison de l'angoisse est simple. Et moi, j'aime bien appeler ça cruellement simple, parce que c'est d'une simplicité qui est cruelle dans le sens où c'est des choses que tu dois faire, où la partie théorique est simple, mais pour le mettre en pratique, c'est compliqué. Et j'ai remarqué, en effet, que la seule chose qui alimentait mon angoisse, un peu comme si l'angoisse était un monstre qui ne se nourrissait que d'une seule chose, enfin de trois choses, c'était en fait la recherche de soit de contrôle, soit de certitude, soit de réassurance. Et qu'en fait, c'est en recherchant ces trois choses-là qu'on pensait au court terme améliorer notre état émotionnel par rapport à l'angoisse, mais qu'en fait, on alimentait notre trouble, tu vois. Et donc, j'ai commencé, tu vois, sur cette base-là. Et après, honnêtement, c'est en commençant mes vidéos et en faisant un peu ce rétro-engineering que je me suis dit, OK, comment on peut vraiment rendre ça le plus clair possible pour les gens, parce que je sais que pour moi, ce qui fait une thérapie efficace, c'est la simplicité. Il faut qu'elle soit claire pour la personne. Il faut que la personne voit clair, surtout avec l'anxiété où tu es débordé tout le temps, tu sais pas quoi faire, tu es toujours en train de te batailler dans ta tête pour savoir ce qu'il faut faire. Je voulais proposer quelque chose de simple, tu vois. Et je me suis dit, OK, bah, concrètement, oui, les CCR, le contrôle, les certitudes de la rassurance, c'est quelque chose qui alimente l'angoisse, mais les gens me demandaient, mais comment concrètement, en fait, tu vois. Et c'est là où j'ai commencé à essayer de compartimentaliser les différentes façons de faire ça. Donc, c'est justement les fameux 22 mécanismes de CCR. Euh, et ça, comme ça que m'est venue la liste. Donc, c'était beaucoup de travail, beaucoup d'itérations. Je J'ai pense lu que peut-être cette un jour, ça liste-là, va. je vais la mettre à l'écran. J'ai lu cette liste-là, ça m'a changé la vie. Donc, je résume ce que tu viens de dire. Au moment où on a une angoisse, on cherche à mettre en place des mécanismes, notamment de réassurance. On cherche à se rassurer. Accrochez-vous bien parce que c'est là que c'est simple et c'est là que c'est tordu. Tu cherches à te rassurer et en te rassurant, tu es en train d'alimenter ton propre monstre. C'est ça. Et En fait, tu as et deux au moment où options tu prends possibles. conscience de ça, tu lâches prise d'un coup. En fait, quand tout commence par ce que j'appelle une PES, donc une pensée, une émotion ou une sensation qui est inconfortable. Il y a des gens pour qui ça va être une pensée inconfortable, des gens avec qui ça va être une émotion inconfortable et d'autres une sensation.
Cette sensation, en fait, elle est inconfortable. Tu ne veux pas l'accepter. Tu ne veux pas accepter sa présence. Et en fait, tu as trouvé, ton cerveau a trouvé que soit avec du contrôle, soit avec de la certitude, soit avec de la réassurance, tu peux annuler cette émotion, en fait. Annuler cet inconfort au court terme. Ou tu peux essayer. Donc, en allant sur Internet, par exemple, tu demandes à ChatGPT de te réassurer par rapport à ta peur d'avoir un cancer, par exemple. Et en fait, en faisant ça, tu as deux options. Soit ça marche, mais ça te réassure. Tant mieux. Tu penses en tout cas. Soit c'est l'inverse, tu tombes sur un forum qui te dit que tu as un cancer et que tu vas y passer dans un an max, et là c'est l'enfer. Mais en fait, dans les deux cas, ce que j'ai compris, c'est que tu augmentais en fait l'importance du sujet. Donc là, le sujet, avoir un cancer. Et donc plus tu avais recours à ces méthodes, soit de contrôle, soit de réaction, soit de certitude, en fait, tu augmentais deux choses, la fréquence de ton angoisse par rapport à un sujet et l'intensité des émotions que tu vas ressentir quand tu vas y penser. Et c'est ça où ça devient cruellement simple, c'est que du coup, tu comprends que si tu veux guérir et que tu veux arrêter cette alimentation, il faut que tu sacrifies quelque chose. Et c'est cette chose qui te permet d'aller mieux au court terme, du coup. Et donc, c'est ça qui est je vais lire pour que ce soit plus clair pour ceux qui nous écoutent. Je vais lire, j'en lis et je te laisse les commenter. Donc, admettons que j'ai une angoisse, on prend quelque chose de très simple. Admettons que j'ai une angoisse sur un sujet, j'ai une angoisse sur un divorce, admettons, sur le fait de vivre avec quelqu'un qui est toxique. Je vais mettre en place l'une de ces 22 choses, peut-être même plusieurs de ces 22 choses, pour me rassurer. Sauf qu'en fait, en tentant de me rassurer, je mets un espèce de focus encore plus gros dessus, et je rends encore plus gros ce problème. Donc je pense me rassurer, là où en fait je rajoute du problème. Mécanisme numéro 1 qu'on fait quand on a une angoisse, c'est ce que tu viens de dire, recherche sur Internet. Se rassurer auprès de ses proches. Donc si typiquement je vais appeler mes copains, copines dessus. Collecte d'informations excessives, ChatGPT, Google, etc. Les podcasts, les livres. Podcasts, etc. Je dois vérifier. Donc je dois vérifier, par exemple, sur les pervers narcissiques, des choses. Vérification de sécurité, rendez-vous médicaux excessifs, outils de prévention de crise, outils de gestion de crise, discipline excessive. Je vais aller au sport pour ne pas penser à ça. Sport. Sauf qu'en allant au sport, je fais ça pour éviter, sauf que ça amplifie le problème. Dans ma tête, en tout cas, j'y pense plus. Ouais, et c'est tout ce qui va être des hygiènes de vie qui, techniquement, sur le papier, sont censées te faire aller mieux. Donc, c'est vrai que le sport, c'est censé te faire aller mieux. Bien dormir, c'est censé te faire aller mieux. Bien manger, c'est censé te faire aller mieux. Mais en fait, quand tu te mets une pression par rapport à ça, en fait, t'amplifies le problème. Tu vis que pour ta discipline et t'amplifies le problème, quoi. Gratification instantanée. On peut penser à bouffe, alcool, téléphone portable, n'importe quoi. Complément alimentaire, je suis à fond dedans. Crystal balling, donc ça c'est lire le futur, je te cite. Hein. Donc là on est passé au mécanisme, là tu vois tu as fait des mécanismes qui étaient physiques, donc des actions physiques que tu faisais, et là tu passes vers des actions qui sont cognitives, donc des schémas de pensée que tu vas avoir dans ta tête. Ok, donc lire le futur, dans la boule de cristal, listing de réassurance, chercher à comprendre, se forcer à avoir du désintérêt, celui-là il faut qu'on en reparle, il n'est pas clair pour moi. Réassurance neurolinguistique, comparaison à autrui, rumination de certitude, je suis sûr que ça va bien se passer, je suis sûr, et puis finalement, ça t'embarque encore plus. Restriction contre perte de contrôle, ceci, il faut qu'on en parle. Évitement de situations anxiogènes, automutilation, addiction à une substance. Donc, une fois, et moi, quand je l'ai lu, je me suis dit, ça y est, je suis dedans. Une fois que tu lis, que tu prends conscience du mécanisme, quand j'ai de l'anxiété, je fais l'une ou plusieurs de ces choses-là pour censé m'aider, mais ça m'aide pas, ça vient amplifier le problème. En fait, il faut juste que j'arrête de faire ces choses-là. Il faut que j'arrête, c'est très contre-intuitif, il faut que j'arrête de faire ce que j'aurais fait par défaut quand j'avais de l'anxiété. Notamment en reportant un plus tard, c'est ce que tu dis dans tes formations. Et en fait, c'est parce que tu fais ces choses-là que tu es anxieux. C'est ça qui est hyper important à comprendre. C'est ça qui est très contre-intuitif. C'est parce que tu fais ces choses-là que tu es anxieux. En fait, tu as eu un choc émotionnel à la base, ce qui arrive à n'importe qui. Hein. Tout le monde peut avoir un bad trip, tout le monde peut avoir une relation amoureuse, tout le monde peut avoir un deuil très douloureux. Mais ce qui va faire la différence avec un trouble anxieux, c'est que quelqu'un va cristalliser justement ces mécanismes pour essayer de pallier à ça. Et en fait, au lieu de pouvoir juste processer la chose émotionnellement, va s'enfermer dans cette boucle de réassurance qui va jamais s'arrêter en fait. D'accord. Donc ça signifie que là où depuis tout petit on t'a appris à régler un problème quand t'en as un, pour la première fois de ta vie, tu ne dois surtout pas régler un problème quand tu l'as. C'est ça le mécanisme à avoir. Moi j'ai essayé. Alors ça nécessite par contre un peu d'entraînement quand même. Hein, Bien sûr. Ça m'est pas venu en un jour. Hein. Il m'a fallu peut-être 2-3 semaines d'échecs avant de réussir à avoir pour la première fois. Tu dis aussi que c'est comme du vent, tu vois, tu as une espèce d'angoisse qui arrive, tu dois la laisser passer en toi. Accepter, ça va durer quelques minutes. Je ne vais rien faire, je ne vais surtout rien faire pour la retenir, pour l'amplifier ou pour lutter contre. Je vais juste la regarder partir.
C'est ça. Et ça, Et c'est un au bout de entraînement. la Comme tu troisième dis. semaine, troisième semaine, je commençais à avoir des résultats. À la quatrième semaine, j'avais plus d'angoisse. C'est ça que tu vois. En général, ça met un peu de temps parce que tu sais, il faut que ton amygdale, donc la partie de ton cerveau qui est responsable de l'angoisse, se calme et comprenne un peu. Donc il y a toujours un petit peu de temps. Tu peux avoir des effets de sevrage aussi en attendant. Donc si tu as Oui. tellement, comme avec une drogue, si tu as tellement l'habitude de demander de la réassurance, ça, tu vas mal le vivre de devoir arrêter de le faire parce que tu n'auras plus cette dose de réassurance à portée de main, tu vois. Et donc après cette période du coup de sevrage qui n'est pas nécessaire, c'est forcément le cas. Après, ouais, tu vois les résultats. Et en fait, tu les vois, comme je te dis, d'une façon, ah, c'est marrant, ça fait une semaine Ouais. que j'ai pas pensé à ça, tu vois. La plupart des psychiatres que j'ai vus pour ça m'ont prescrit des médications assez lourdes. J'ai une vie entière d'angoissé, hein. Ouais. M'ont prescrit des médicaments qui étaient assez lourds. Je n'avais jamais entendu parler de ces 22 mécanismes CCR. Et ça m'a changé de vie. Et j'irais même plus que ça, c'est que ça me fait faire d'autres choix dans ma vie. Mhm. Quand j'ai un problème, je me dis, on verra demain. Et, Tu et qu'on reportes le s'entende, problème. certains pourraient dire, le contre-argument serait oui, mais si on voit demain, bah, finalement on finit sous un pont et écrasé par terre, etc. Ça, c'est la Et différence entre les problèmes rationnels et irrationnels. ah, Il vas-y, faut faire la distinction entre les deux. parle-nous-en. En fait, il y a des problèmes rationnels dans la vie et des problèmes irrationnels. Pour moi, la définition d'un problème irrationnel, c'est un problème irrationnel n'a comme seule preuve irréfutable de son existence l'émotion qu'il provoque. Donc en gros, si un problème dans ta vie et que la seule preuve tangible que tu as, c'est l'émotion que ça te fait ressentir, donc par exemple, tu as peur d'avoir un cancer, tu peux en être persuadé. Mais si tu n'as pas un bilan médical qui te dit que tu as un cancer, c'est irrationnel. Si tu as moins 450 sur ton compte, là, il y a une preuve irréfutable, autre que le fait que tu sois Mm. hyperstressé. Sur ton compte, il y a un moins 450. Déjà, on met la définition. Les problèmes rationnels, il faut réagir par contrôle, par certitude et par réassurance. En fait, la méthode est juste pour les problèmes rationnels. Tu as moins 450 sur ton compte, il faut que tu trouves une solution pour ne plus être à Mm. découvert. Sinon, tu finis sous un pont. Mais justement, en fait, on a utilisé cette méthode qu'on utilise pour les problèmes rationnels et on a essayé d'utiliser contre les problèmes irrationnels. Alors que les problèmes irrationnels, si tu appliques la méthode que tu utilises pour les problèmes rationnels, en fait, tu empires le problème. Un problème irrationnel demande une autre méthodologie pour être résolu qu'un problème rationnel. Et c'est simple, mais les gens ont du mal à comprendre ça. Et on est dans une société qui nous encourage à penser autrement que comme ça et penser que tout est Alors, résolvable, en fait. ce qui est très étonnant, c'est que moi j'ai utilisé cette méthode sur des problèmes qui étaient rationnels. Ah ouais? Et qui m'ont. Je sais Comme pas, tu quoi? vis avec T'as une un personne exemple? qui est perverse narcissique, tu vis une banqueroute dans une société. Euh, J'avais tendance à trop. Je sais même pas comment dire ça. À trop voir le futur de manière. Hmm. Tout le mauvais pan de tout ça. En Alors fait, qu'en tu avais fait, une ça part va. du problème qui était rationnel et l'autre qui était irrationnel. C'est ça. Il y avait une part qui était ultra rationnelle, mais une part qui était peut-être une petite Ouais. part rationnelle et une grande part qui était irrationnelle. Et en utilisant ça, il s'avère que je suis, en me disant je remets ça à demain, je reste toujours un peu dans le contrôle de ma vie. Ça finit par mieux se passer parce que Mhm. j'absorbe, je suis pas ultra anxieux quand je les résous. Je me dis ça Mhm. va aller, dans tous les cas ça va aller, il n'y a pas de souci. Et du coup, je suis plus efficace pour résoudre la partie rationnelle de ce problème-là. Mhm. Et je pense que ce qu'il faut que tu comprennes aussi, ce qui te motive en fait à faire ces choses-là, et un truc que tu devrais savoir, je pense, pour t'aider encore plus, c'est le noyau de ton angoisse. Donc, tu as compris qu'en effet, il y avait 22 mécanismes qui étaient, qui manifestaient ton angoisse concrètement, que ces 22 mécanismes viennent d'une tendance que tu as au contrôle, à la certitude et à la réassurance, ok? Ouais. Mais d'où vient cette tendance au contrôle, à la certitude et à la réassurance? En fait, c'est qu'au centre de ta psyché, il y a ce que j'appelle moi le triple noyau de l'angoisse. C'est trois croyances limitantes. Je suis prêt à te parier 100 balles là que tu vas être concerné Vas-y. par les trois noyaux. Le premier noyau, c'est tu as une faible résilience, une faible tolérance et un manque d'envie, hein, vraiment une envie d'accepter la présence d'une pensée, émotion ou sensation qui est inconfortable. En gros, quand tu ressens une émotion, une pensée ou une sensation qui est inconfortable pour toi, tu veux qu'elle parte et tu veux qu'elle parte tout de suite. Tu veux pas qu'elle soit là. Tu peux pas juste te dire là je me sens mal, et ben je me sens mal, c'est comme ça. Il faut qu'il se passe quelque chose et que ça parte au court terme. C'est tout à fait vrai. Et je vais même aller plus loin que ça. La gestion des émotions négatives, on ne m'a jamais appris à le faire. Mhm. Comment est-ce que, admettons, tu es un enfant de 7 ans. Comment est-ce qu'on t'apprend que cette émotion négative, elle est normale, elle va partir? Mais personne ne te le dit jamais. Et du coup, chaque enfant se construit
en se disant quelque chose me fait mal quand tu es tout petit, tu es un enfant, ça me fait mal. Chaque enfant un enfant peut se dire bah, c'est pas grave, ça va passer. Un autre enfant va peut-être se dire parce que je souffre là, je vais peut-être crever en fait, il faut que je fasse quelque chose. Donc je pense qu'on n'est pas du tout éduqué pour ça. Selon ta famille, c'est des sujets dont personne ne parle jamais, je pense. Et je pense qu'en effet, certains d'entre nous, comme moi je l'ai été probablement, on m'a juste jamais appris que quand je ressentais une forme de douleur interne, de sentiment, ça allait bien se passer. J'ai une théorie un peu différente. Pour moi, en fait, quand tu nais avec la bonne façon de faire. Un enfant, il naît, il a l'expérience extrêmement inconfortable de la naissance. Première chose qu'il fait, il pleure. Il n'est pas en train d'essayer de résoudre la douleur qu'il a. Pour moi, c'est justement, on t'a appris le contrôle, la certitude de la réassurance. Pour moi, tu es grandi dans un environnement où on t'a montré par exemple, soit directement, que quand il y avait une émotion, il fallait faire quelque chose pour la faire partir. Et donc, tu as dû voir, peut-être, il y a des gens, ils voient leurs parents, quand ils sont stressés, prendre un verre de vin ou des trucs comme ça, ou justement avoir ce réflexe de tu vas pas bien, il faut faire quelque chose. Et tu as dit un mot-clé dans ce que tu viens de dire, c'est il faut que je fasse quelque chose. Et ça, c'est hyper important. C'est justement le deuxième noyau. C'est cette croyance limitante. Donc, si on ouvre les guillemets, si je ne m'occupe pas, donc si moi, Antoine, je ne m'occupe pas de cette pensée, émotion, sensation inconfortable, alors elle va persister, s'empirer, voire se réaliser. Cette notion que c'est toi, Antoine, qui dois t'en occuper. C'est à toi de faire quelque chose contre l'émotion pour qu'elle puisse partir. Tu veux qu'elle parte déjà, mais pour qu'elle parte, tu penses que ça doit venir de toi. C'est toi qui dois faire quelque chose. Et si tu le fais pas, elle va rester, elle va s'empirer ou elle va se réaliser. Et ce qui est très paradoxal en coaching, c'est que, et là où tu as 100% raison, en fait, c'est les bons élèves au sens, c'est les travailleurs, les bons élèves, ceux qui voulaient faire plaisir aux parents, ceux qui voulaient réussir, qui se retrouvent avec le plus d'angoisse. Ceux qui étaient redoublants, et je peux te promets qu'ils ont jamais eu d'angoisse de leur vie, tu vois. Et ce qui est marrant, ce qui est très paradoxal, c'est que je suis incapable de voir ça chez moi. Par contre, et c'est le cas de tout le monde, hein, tu es en coaching, tu vois ça, ou un copain t'en parle. En coaching, tu as quelqu'un qui te dit, mais je suis obligé de rester dans ce poste-là, parce que si je reste pas dedans, eh ben, je vais me faire licencier, peut-être que je retrouverai jamais d'autres postes, donc je pourrai pas payer mon emprunt, et je dois rester en couple avec mon mari ou ma femme pour pouvoir payer cet emprunt de la maison, sinon on va se retrouver à la rue, etc. Là où ces gens seraient plus heureux de manière évidente, en lâchant prise, quitte ce poste où ton patron est pervers narcissique, lâche cette maison, part en location, va faire autre chose, change de boulot parce qu'il t'a jamais éclaté, et ton mari avec qui tu t'ennuies depuis 10 ans, c'est peut-être probablement pas le bon. Lâche prise surtout pour avoir une plus belle vie derrière. Sauf qu'en fait, il y a toujours cette espèce de projection négative qui est assez fréquente. Une angoisse est une peur du futur en réalité. Mais je pense que c'est ces gens-là qui deviennent plus préoccupés par masquer leurs mauvaises émotions tous les jours que prendre une décision définitive qui va vraiment changer leur situation à long terme. T'es pas satisfait de ton travail, mais on vit à Paris en plus. Le nombre de personnes que je connais qui sont clairement pas satisfaits par leur boulot, mais qui trouvent des moyens de cope, comme on dit en anglais, donc ils vont boire un verre toutes les semaines, tous les 2 jours parfois pour oublier, ils tombent dans le cycle de la soirée, donc semaine boulot, vendredi, samedi tu termines en soirée, souvent des fois avec des drogues, et tu recommences. Cette façon en fait de créer un environnement où en fait tu peux survivre, tu arrives à masquer en fait ton inconfort. Et ça, après, au bout d'un moment, ça finit toujours par exploser. Tu peux essayer de fuir la chose quelques années, mais au bout d'un moment, ça finit toujours par exploser. Ouais, et tu compenses en boucle. J'ai une psychiatre, il y a quelques temps de ça, j'avais une société, l'une de mes sociétés allait très mal. J'avais mis beaucoup d'énergie dedans, j'avais bossé des années pour qu'elle cartonne. Ouais. Et la société, devant mes yeux, j'étais spectateur impuissant. Ouais. Devant mes yeux, cette société allait s'écrouler, me laisser des tonnes de dettes, etc. Et c'était peut-être 5 ans, 10 ans de ma vie qui tombaient de travail dessus. J'appelle une psychiatre, je lui dis mettez-moi sous médicaments. Elle me dit pourquoi monsieur Pétavin? Je dis parce que j'ai une société qui coule. Elle me dit mais vous devriez consulter peut-être un psy. Je lui dis bah c'est pas la peine. Ma société coule par A plus B, par la logique, je suis triste. Elle me dit une très belle phrase, elle me dit monsieur Pétavin, peut-être que si cette société coule aujourd'hui, c'est une très bonne chose. C'est peut-être une très bonne chose parce que peut-être qu'elle devait couler et peut-être qu'elle doit mourir pour laisser place à quelque chose d'autre. Et j'ai raccroché, je me suis dit waouh, parce que si on le comprend dans l'entreprise, on le comprend dans plein d'autres choses derrière. Bien sûr. Ce couple s'écroule et c'est probablement une très bonne chose. Ton meilleur ami arrête de te parler, c'est probablement quelque chose de normal, c'est la fin d'un cycle qui va montrer un autre cycle. Et même pour aller plus loin, ta psyché s'effondre, ton monde, ta santé mentale monde s'effondre, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose aussi. En tout cas, moi, c'est clairement l'histoire de ma vie, ce truc-là. J'ai des clients qui sont parfois des riches entrepreneurs,
des fois même des milliardaires à Monaco, et un jour ils quittent tout pour lancer un club d'équitation ou devenir cow-boy en Arizona, tu vois. Et, et, euh, et ils acceptent un jour que le monde, tout ce qu'ils ont construit ne va pas et qu'ils préfèrent vivre heureux différemment, tu vois. Mais il y a une acceptation, il y a aussi sacrément se faire confiance, se dire dans tous les cas ça ira. C'est vraiment, tu me fais Et vraiment des transitions toutes placées parce que là, tu parles de confiance et c'est justement le troisième et dernier noyau allez, de l'angoisse. C'est que tu n'as pas la foi. Et pas la c'est foi dans vrai. le sens religieux. Pas la foi dans le sens religieux, la foi dans l'idée. Bien sûr, ça peut être religieux ou spirituel, et c'est clairement spirituel. La foi en l'idée, dans le concept que la vie te veut du bien, que l'univers te veut du bien, que après tu déclines ça à toutes les échelles, que ton corps te veut du bien, que ton inconscient te veut du bien, que ton cerveau te veut du bien, que tes organes te veulent du bien, que en fait le monde dans lequel tu vis, il y a une force qui soit explicable à l'échelle cellulaire pour ton corps, mais aussi de manière plus générale et plus vaste à l'échelle de l'univers ou je sais pas quoi, te veut du bien en fait à la base. Et ça, Ouais, on est complètement sorti de toute notion pragmatique, même s'il y a comme une part de pragmatique là-dedans. C'est juste une histoire de foi, en fait. La foi, c'est quoi? C'est croire en quelque chose en l'absence de preuves. Et ouais, cette idée-là, en fait, toi, tu ne la crois pas du tout. Justement, tu veux contrôler tout toi-même. Parce que tu penses que si toi tu t'en occupes pas, personne va s'en occuper en fait. Et ouais, quand je dis par toi, en fait, je parle de ton conscient. La partie de ton conscient, celle qui réfléchit, celle qui est toujours angoissée, etc. Alors que c'est pas que ça, toi. Toi, tu es aussi énormément composé de ton inconscient. Donc des choses qui se passent dans ton cerveau, dans ta psyché, dont tu n'es absolument pas le pilote, quoi. Et ça a été clairement pour moi une des choses qui m'a permis de guérir relativement rapidement. C'est comprendre ça, cette notion de, mais en fait, toute ma vie, justement, j'ai voulu trouver des explications scientifiques à tout. C'est pour ça que j'ai fait ingénieur. Dans mon tu anxiété, toujours m'étonnes. devoir trouver des raisons pour. Si je fais du sport, j'ai eu une période où j'étais en mode c'est bon, je fais du sport, je vais être bien, tu vois. Et du Hmm. coup, je m'écroule quand j'apprends qu'il y a des sportifs qui se font des dépressions, tu vois. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte, mais mec, en fait, ça se trouve, c'est juste une histoire de bah, la vie de base, ça te veut du bien. Et ça s'est montré, en fait, quand j'ai commencé à voir, en fait, les points positifs de mes souffrances. Donc moi, c'est quand j'ai commencé à avoir mon trouble anxieux, je me suis mis au sport. Et le premier, c'est très vaniteux, hein, mais le premier bénéfice que j'ai eu de mon trouble anxieux, c'est que je suis allé à la salle et je me suis construit un corps de rêve, que je considérais moi mon corps de rêve, tu vois, Hmm. qui me permettait justement d'enfin attirer des filles et tout ça. Et je me dis, putain, mais c'est marrant parce que, en fait, cette chose horrible qui m'est arrivée, finalement, bah là, déjà, c'est pas fini complètement, mais ça va quand même beaucoup mieux. Et puis, putain, j'ai galéré à être attirant pendant des années. Et là, enfin, grâce à ça, je le peux, tu vois. Et je commence à dire, ok, bon, on va voir. Et ça s'est répété, encore et encore, encore, changement professionnel. J'arrive je sors du monde du salariat, je crée mon entreprise, j'ai des succès par rapport à mon professionnel. Je suis en mode, ok, bah, c'est encore lié à ça. Et, petit à petit, en fait, c'est comme si j'accumulais une pile de preuves, tu vois, que en fait, toutes les mauvaises choses qui m'étaient arrivées dans la vie, quand je réfléchissais, après un certain temps, elles avaient été sublimées en quelque chose de positif. Je peux pas Ouais. remonter, en fait, quand je remonte dans mon histoire, et faites-vous ça à la maison, essayez de réfléchir à des choses négatives qui vous sont arrivées. Je pense que certaines personnes avec un état d'esprit très mauvais vont continuer à dire que ça les a plombés toute leur vie, mais la plupart des gens vont se rendre compte qu'en fait, des choses négatives qui leur sont arrivées, comme se C'était faire la meilleure harceler à chose du l'école, monde. moi ça m'est arrivé, plein de trucs horribles, en fait, aujourd'hui, tu en es content parce que ça t'a permis de devenir qui tu es aujourd'hui, tu vois. Et dans le bon sens du terme, d'avoir développé du coup des compétences, avoir trouvé une motivation, avoir Ouais. changé de perspective. Et c'est ça qui en fait m'a construit en fait J'irais même plus loin que cette ça. troisième chose. Ah ouais? Je te dirais que le lâcher prise ou l'arrêt de la projection négative, euh, tout d'un coup ça épure vachement de choses dans ta vie et tu recevras jamais autant d'amour, tu n'auras jamais autant d'opportunités de travail, tu n'auras jamais autant de bonheur qu'en lâchant prise sur tout ce Mhm. contrôle. Tu pensais que ce contrôle te garderait Ouais. accroché à ce que tu veux, et c'est très contre-intuitif. C'est en lâchant le contrôle sur tout que tu retrouveras plus de contrôle. Le machin se mord la queue complètement en fait. Je pense Tu qu'il seras y a jamais autant plusieurs aimé par tes expériences potes, de. on te proposera jamais autant de travail de ta vie. Plus tu lâcheras prise sur le truc, plus tu auras ces Et, opportunités. et ça se relève à plein d'aspects de la vie en plus. Quand tu arrêtes d'essayer, c'est là où ça arrive, dans tellement d'aspects, que ce soit amour, amitié et tout ça. Mais pour moi, il y a deux expériences de pensée que tu peux faire pour voir un peu, jauger où t'en es par rapport à ta foi. La première, c'est te dire déjà, imagine que tu es sur le traîneau de la vie, on va dire. Tu tiens les rênes du traîneau de la vie. Et sois honnête avec toi-même et dis-toi, là, si je te dis tu lâches les rênes, qu'est-ce que tu penses
passe avec le traîneau. À toi de me dire, est-ce qu'il fonce dans le ravin? Est-ce qu'il fonce dans le mur? Est-ce qu'il ralentit? Est-ce qu'il s'arrête? Est-ce que... Là, en répondant à cette question, tu peux savoir vraiment où tu en es. Donc, prends le temps d'y réfléchir et dis-toi qu'est-ce que ça en est. Moi, avec le temps, ce que j'ai développé avec l'essai et l'erreur et puis tout simplement le fait d'agir en concordance avec ma foi, dont je vais parler après, et ben genre, maintenant, pour moi, tu lâches le traîneau de la vie. En fait, je l'ai déjà fait, tu vois. Le traîneau va encore plus vite, il va encore plus loin, il se conduit encore mieux, tu vois. Ça, c'est la première expérience que tu peux faire pour savoir vraiment où tu en es en mode où en est ton niveau de foi, en fait, tu vois. Et tu seras jamais autant aimé que quand tu auras lâché prise, ce qui est une expérience. Et ce qui est pour moi qui a un attachement anxieux qui va totalement être crise d'anxiété au passage, hein. Quand tu as un attachement anxieux, c'est que tu fais tout pour que l'autre ne te quitte pas. Et tu découvres qu'au final, c'est en lâchant prise que ce que tu seras aimé à la folie en fait. Et certainement pas, pas en suppliant, mais comme un chien voudrait son sucre, en étant toujours tout gentil, faisant tout pour que l'autre reste, etc. C'est bien évidemment là que tu seras dégagé de l'équation. Ouais, et quand j'ai commencé à parler de ça, dans la même optique de rétro-engineering, tu vois, que j'ai fait, on me dit, mais ok, mais je sais que j'ai pas foi en la vie et j'arrive pas à y croire que la vie me veut du bien, donc qu'est-ce que je fais du coup? Tu vois, alors concrètement. Et la réponse, c'est tout simplement par tes actions. Voilà, j'ai trouvé la deuxième expérience de pensée. Là, Antoine, à toi de me dire, tu penses que tu es une personne qui n'a pas foi en la vie. Tu penses que pour toi, tu n'as pas foi en cette idée que la vie te veut du bien. Tu prends deux versions de toi-même. Tu prends la version de toi-même qui n'a pas foi en la vie, tu vois, qui pense que c'est elle qui doit tout contrôler, ok? Et tu prends exactement la même version de toi-même, avec une petite différence, c'est que cette autre version de toi-même, elle a foi en l'idée que la vie lui veut du bien, d'accord? Maintenant, tu vas donner le même problème à ces deux personnes. Donc, on va dire une peur intense de jamais trouver l'amour de sa vie, par exemple. Comment va réagir différemment les deux personnes? Qu'est-ce qu'ils vont faire de différemment? La personne à qui tu dis, on va prendre l'exemple du cancer, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'hypocondriaques, tu as peur d'avoir un cancer, tu es persuadé que la vie te veut pas du bien, que c'est toi qui vas tout contrôler. Comment tu vas concrètement agir avec tes mains, avec ton cerveau, ta voix? Tu vas chercher une solution, tu vas aller sur Internet, tu vas googler, tu vas demander à ChatGPT en mode qu'est-ce qui se passe, tu vas agir en concordance avec ton manque de foi. Quelqu'un qui a de la foi que la vie lui veut du bien, il a la peur d'avoir le cancer. Il va se dire putain ouais ça fait peur. Il n'est pas en mode déni de la peur, il n'est pas en mode ah je m'en fous, j'ai pas peur, tu vois. Non, il n'est pas comme ça, il est juste en mode ouais j'ai peur. En effet ça fait peur d'avoir le cancer. Mais c'est tout. Il va pas être en mode, il va pas aller sur Internet. Il va continuer ce qu'il avait prévu de faire. S'il était en train de manger, il continue de manger. S'il était en train d'éplucher des patates, il épluche les patates. Il va pas changer sa décision concrète de vie physique par rapport à sa peur. Et ça peut être physique, ça peut aussi être mental. Tu vois, donc commencer à réfléchir en mode oui, si je fais ça, non, non, non. C'est ça qui permet de voir la distinction entre les deux. Et du coup, pour les gens qui veulent concrètement commencer à avoir plus de foi en la vie, tout est une histoire d'expérimentation. Et moi, ce qu'on m'a dit qui m'a changé ma vie, c'est joue un rôle. Fais genre que tu étais un acteur et que tu devais jouer un rôle. Tu prends le rôle de la version de toi qui a foi que la vie lui veut du bien. Tu vis ta vie et la prochaine fois que tu as une grosse peur, tu vis comme si tu étais cette personne-là. Et crois-moi, ça va être très bizarre pour toi. Tu vas avoir des compulsions, clairement des compulsions d'aller sur Internet. Parfois, c'est intenable. Parfois, tu ne peux pas t'en empêcher de prendre ton téléphone. Tu vas voir. Mais avec l'expérience, tu essayes. Et puis une fois, tu y arrives, tu vas pas sur Internet, tu fais rien. Tu acceptes juste que tu as peur d'avoir un cancer. Il y a un petit flou qui apparaît pendant 10 minutes. Et 10 minutes après, tu te dis, putain, mais tout à l'heure, j'avais peur d'avoir un cancer, mais là, je m'en fous, c'est passé. C'est comme ça, concrètement, que tu commences à gérer. Tu fais le point avec les nécessaires. Du coup, bah, tu fais juste pas les nécessaires. Et donc, la guérison de l'angoisse, c'est quoi? C'est pas un truc qu'on va ajouter à ta vie. Tu as déjà tout ce qu'il te faut. On va retirer des choses à ta vie. Et on va retirer ces nécessaires, justement, que tu as. Tu n'as pas besoin de trouver la clé, le Saint Graal, le je sais pas quoi. Tu as déjà tout ce qu'il te faut, mais justement, tu as trop de choses. Tu as des trucs qui alimentent ton angoisse. C'est comme si tu avais, tu vois, des robinets au-dessus, ouverts, qui faisaient tomber de l'anxiété dans un gros bocal, tu vois. Ce que tu veux faire, toi, c'est fermer les robinets. Le bocal va se vider tout seul. Le corps métabolise le cortisol, d'accord? Il est comme ça, c'est la loi de l'univers est comme ça. Le corps métabolise le cortisol, c'est comme ça. Donc le bocal va se vider, mais toi, tu es toujours en train d'alimenter. Donc concentre-toi sur couper l'alimentation, fermer les robinets. Tu fermes la réassurance auprès d'un proche. Puis après, tu fermes la recherche sur Internet, la discipline excessive. Il y en a 22, il n'y en a pas 150 000, il y en a 22. Et c'est très rare que quelqu'un en ait 22. Ouais. Quand tu veux savoir le schéma, tu dois les avoir en coaching. Au passage, à taper Arthur Varin, je mettrai le lien sous la vidéo pour
pour avoir rendez-vous avec Arthur. Il y a, une, il y a un truc à comprendre dans les relations toxiques, c'est que la plupart des gens qui m'appellent me disent je suis sûr que je peux le sauver, je suis sûr que ça peut s'arranger. La seule chose qui me permettrait de sortir de ce couple-là, c'est si j'avais la certitude que ça changerait jamais. Alors, les gens qui sont dans des relations toxiques me disent souvent, je ne sais pas pourquoi, j'enchaîne les relations toxiques. Sauf qu'en fait, ils ont tellement cette peur d'être abandonnés, que l'autre parte. Ils sont toujours positifs à se dire je peux changer. Et ils vont utiliser même ces 22 CCR dans leur couple en allant rechercher pourquoi est-ce que ça se passe mal dans leur couple, en voulant se rassurer auprès des proches, appeler tous leurs copains, copines pendant des heures, collecter des informations de manière excessive, avoir de la discipline pour ne pas s'énerver dedans, se comparer aux autres qui réussissent et de se dire qu'ils peuvent réussir. Et ce qui est surprenant quand tu as enchaîné des relations de merde toute une vie, c'est de se dire quelque chose à l'inverse de ça. Les gens se disent, c'est parce que je n'ai pas fait assez, probablement, ou parce que j'ai pas de chance que je suis tombé là-dedans. Là où en réalité, c'est parce qu'ils n'ont pas lâché prise. Ils n'ont pas réussi à lâcher prise. Ça marche pas, mec. Laisse tomber. Il y a parfois, ne va même pas regarder une vidéo d'Antoine Pétavane et d'Arthur Varin. Ne cherche même pas à appeler tes potes. Ça marche pas, c'est pas la bonne personne. Lâche prise et le prochain sera le bon. Mais parce que il y a cette espèce de justification positive qui est très socialement acceptable. Je vais me battre pour ce couple. Moi, je pense que l'amour peut l'emporter surtout. Comme quelqu'un qui te dirait je fais tout le temps du sport parce que c'est bien le sport. Ouais, sauf qu'au bout d'un moment, si tu vas 8 heures par jour, c'est peut-être bizarre, tu vois. C'est bien d'être à fond pour son couple, sauf qu'au bout d'un moment, jusqu'à te détruire, à passer ton temps sur Internet, appeler des psys ou des coachs et te bouffer le cerveau, c'est pas bon. Et à un moment donné où cette espèce d'impulsion positive devient ton pire combat. Parce que j'ai cette énergie. Parce que j'ai cette énergie, parce que je veux que ça marche, parce que moi je crois en l'amour, parce que moi je crois qu'on ne doit pas abandonner. Non mec, stop, lâche prise, abandonne, au contraire, abandonne tout, dégage, abandonne tout. Et tu verras que la prochaine personne sera la bonne. C'est juste que tu es en train de t'accrocher, notamment dans les 22 CCR, à une mauvaise personne. Là où en fait, tu t'accroches à... dire, si j'abandonne la mauvaise personne, avec la prochaine ce sera simple et ça se passera mieux. Tu veux juste pas accepter que ça te ferait chier de rompre en fait. Au final, c'est juste ça, ça te rendrait triste de rompre. Il y aurait plein d'émotions négatives, tu perdrais le confort. Tu sais pas les gérer, et t'as pas appris à les gérer, et t'as pas appris qu'elles passaient ces émotions négatives. On t'a jamais appris ça. Pour toi, c'est la fin du monde. Alors du coup, tu aurais dans une situation qui te ronge et qui finit inévitablement de toute façon par arrêter. C'est toujours la même histoire. Tu choisis le court terme au lieu du long terme. Et c'est facile à dire, hein. C'est facile à dire, mais quand tu es dans la situation, c'est compliqué de prendre conscience de ça, tu vois. C'est très compliqué pour un être humain, je pense, pour le cerveau humain, de faire le point entre la situation court terme et le long terme. Et plein de gens préfèrent choisir le bien court terme, même si ça veut dire du mal au long terme. C'est classique, mais c'est que par la souffrance que tu finis par rendre compte au bout d'un moment, c'est bon, stop, quoi. J'ai assez souffert. Et puis moi, par rapport aux relations, c'est intéressant comme sujet. C'est pas ma spécialité, mais un truc que j'ai compris, moi, c'est qu'il y a relations toxiques et juste relations avec deux personnes qui sont imparfaites et qui se font du mal parce qu'elles ont chacun leur blessure. Un signe que j'ai, tu me dis si tu es d'accord, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment ta spécialité, ça. Pour moi, si tu as une engueulade, si tu évoques un problème qui t'affecte vraiment dans le comportement de l'autre, et que le schéma se reproduit toujours de la même façon où tu vis ta vie, et là, d'un coup, il te fait encore une fois le même problème, il y a une grosse engueulade, tu menaces parfois de le quitter ou quoi, mais il ou elle va te dire « Ok, j'arrête ». Et du jour au lendemain, dès le lendemain, tu vas vraiment voir une nette amélioration. Donc du jour au lendemain, bam, il est parfait, il fait exactement ce que je lui demande. Ça dure 2 semaines, 3 semaines, et puis après il repart comme avant. Pour moi, si tu as ça, à l'inverse de tu vis ta vie, tu parles du problème, et tu sens que la personne elle comprend, mais ça prend du temps, tu vois. Ça met du temps à mettre en place les changements. Et tu as l'impression qu'il faut que tu le dises 3, 4, 5 fois pour que vraiment elle le comprenne. Elle pense l'avoir compris, mais elle n'a pas compris. Et que les progrès, tu les vois, mais ils mettent du temps. Mais par contre, ils sont définitifs quand ils arrivent. Là, pour moi, tu es dans une relation saine. Pour moi, quand c'est trop bien, trop vite, tout à fait, et qu'après ça revient, c'est un indicateur clair, c'est mon avis, c'est pas ma spécialité, que tu es avec une personne qui, en fait, veut pas réellement changer, elle est concentrée sur ses intérêts à elle et qu'elle voit en fait le fait de faire un effort au court terme comme une façon de satisfaire ses intérêts à elle, donc de te garder plutôt que vraiment changer pour toi, quoi. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Une relation saine, il y a une notion de progrès, une relation qui n'est c'est même pas saine, il y a juste des gens qui ont rien à faire ensemble. T'as répété 10 fois un truc, t'as répété 10 fois j'ai mal quand tu fais ça, l'autre l'entend pas, tu dis oui j'ai compris, puis 3 mois après c'est reparti pareil. Au bout de 10 fois on peut juste s'accorder sur le fait que par la logique, là c'est le côté ingénieur,
Par la logique, Hmm. ça fait 10 fois que je te le dis, 10 fois que ça revient, 10 fois que je te dis que j'ai mal, tu recommences. J'aime pas beaucoup souffrir, on va arrêter là. Et ça va Hmm. aussi. Mais une fois que tu sais, moi, mon erreur de ma vie qui a été magistrale et que j'ai découvert grâce à toi, magistrale, et merci, merci Arthur, j'ai découvert que ce sentiment qui fait mal, il est temporaire, il passe après. Si j'arrête de l'alimenter dans les 22 CCR, même une rupture, ça passe, ça arrive, tu sais, t'as mal. Bon. Mais si j'arrête de l'alimenter par vérifier, etc., ça passe et ça va. Mais quand tu fais un- On me l'avait jamais appris de ma vie. quand tu vis un trouble anxieux, tu apprends vraiment cette leçon par le pire scénario possible. Tu vois, moi, c'est une chose que ma psy m'avait dit qui m'avait changé ma vie, c'est que, évidemment, quand tu es anxieux, tu vas absolument éviter la prochaine crise d'angoisse. C'est le chose qui alimente ton trouble anxieux. Ouais. Et, et elle m'a dit, mais tu sais, Arthur, même si c'est ta pire crise d'angoisse que tu as jamais eue, d'un point de vue extérieur, tu es juste un mec sur un lit qui est recroquevillé, qui attend, en fait. Tu vois, il peut rien t'arriver, tu Il vois. peut rien t'arriver de plus que ça, Et quoi. je sais pas pourquoi exactement, mais ça m'a marqué dans le sens où, en fait, ouais, c'est juste un mauvais moment à passer, en fait. Et par logique, c'est là où ça rejoint mon côté logique d'ingénieur, tu vois. Bah, autant laisser passer un moment volontairement pour qu'après, ils partent et qu'ils reviennent plus, quoi. Plutôt que Mm. de essayer de se battre contre un moment que tu veux éviter, mais de perdurer un état qui est constamment en souffrance, tu vois. Je sais L'image pas, qui me moi. reste, moi, c'est vraiment c'est celle du vent. Du vent que tu ne peux pas bloquer, que tu ne dois pas bloquer. Cette Hmm. émotion arrive, tu la sens arriver, elle te traverse. C'est pas agréable, 10 minutes, un quart d'heure, peut-être même 1 heure ou 2. Après, c'est passé. Et ça, c'est Mais très ne la contre. garde pas en toi, ne la bloque pas, ne la regarde pas, ne la contredis pas, ne cherche pas à l'amplifier pendant 10 heures. Ça va durer 10 N'ajoute minutes et pas ça de passera après. positif, essaye pas de te dire oui, ça va aller. Si ça va pas, ça va pas. Ça, Si c'est ça va pas, un ça va truc, pas. c'est une phrase si simple mais qui fait toute la différence. Si ça va, ça va. Si ça va pas, ça va pas. Point barre. Il Il y n'y a a quelque pas chose dont de tu oui, parles. ça va passer, c'est Ouais. rationnel, je sais pas quoi. Il y a quelque chose dont tu parlais pas. Alors, j'ai vu une immense partie de tes vidéos, peut-être 95%. Je recommande à tout le monde d'aller voir ta chaîne. Je mettrai Bébé. aussi le truc en dessous. Bon, au bout d'un moment, on comprend le truc au bout d'un moment. Ouais. Moi, j'ai aussi une influence. L'alcool à J+2 me crée des crises d'angoisse. Alors, chez certains de mes amis, c'est J+1. Chez Hmm. moi, c'est J+2. Chez d'autres, c'est J+3 ou J+4. Et genre, je consomme pas de mots que je peux pas dire ici sur YouTube, mais Hmm. donc j'ai pas ça non plus. Mais j'imagine que le rythme de vie doit aussi vachement jouer sur les crises d'angoisse. Forcément, l'alcool, qu'est-ce que c'est au final? C'est le plus grand anxiolytique. C'est l'anxiolytique le plus efficace, donc c'est aussi pour ça que les gens le prennent. Quand tu prends de l'alcool, tu enlèves toute ton anxiété sociale, ton anxiété du moment, tu oublies tes problèmes. C'est pour ça que tu prends de l'alcool. Donc, de base, c'est nécessaire de prendre de Oui, l'alcool. De base, tu vois. Tu peux aussi prendre de l'alcool pour d'autres intentions. Mais en général, quelqu'un qui prend de l'alcool pour une intention qui n'est pas du CCR va prendre beaucoup moins de verre en général, tu vois. Mais quand tu prends de l'alcool de manière excessive, tu as forcément des contre-coups le lendemain. Mais je veux dire que par rapport à ça, moi, j'ai beaucoup, beaucoup évolué. Pourquoi? Parce que j'étais toujours dans le monitoring de ce que je faisais. Je me disais, si je prends du sucre, après X, Y heures après, je vais me sentir mal. Si je prends de l'alcool, X, ouais. Y après, je vais me sentir mal. Et j'ai voulu me créer des certitudes, en fait, comme ça. Là, on part dans le domaine des certitudes en mode, si tu fais X, il y aura Y qui va se passer, cause et effet. Et, et à côté, il y a mon frère. Donc moi, j'ai un frère avec une hygiène, là, ça va mieux, mais il avait une hygiène de vie déplorable. Déplorable. Il buvait tout le temps Et et tout. il avait aucune anxiété, lui, c'est ça? Ouais, non, mais vraiment. En fait, mon frère, il a un peu toujours eu cette capacité innée à. Il a gardé son côté très enfantin de ça va pas, ça va pas, ça va, ça va. Tu vois. Et donc, il a été vraiment. C'est une des raisons pour laquelle j'ai guéri très vite, c'est qu'il m'a servi de modèle. Tu vois. J'ai vraiment pu me modeler sur lui et tout. Et je le vois à côté, lui, qui fait n'importe quoi avec sa santé, mais il vit sa meilleure vie, il est toujours content, tu vois. Hmm. Et quand il est triste, il est triste. Des fois, il est triste pour des raisons que je trouve un peu ridicules, mais il est quand même triste, et après, ça va mieux, tu vois. Ce côté fluidité émotionnelle. Et donc, ça m'a permis de comprendre que oui, évidemment, il y a un impact dans tout ça. Et j'en parlais beaucoup avec Guillaume Janton, on avait un podcast ensemble, on parlait beaucoup de ça, ça rentre ça justement dans la discipline excessive, où on se dit, si je bois pas, si je fais du sport, etc., ça va aller mieux. En vérité, ça joue, mais tellement moins par rapport à ta résilience émotionnelle innée, en vérité. Genre, c'est négligeable par rapport à ça. Et même, en fait, tu peux très bien arriver à un stade où tu peux te faire une grosse cuite et accepter la cuite le lendemain. Ouais. Tu vois, et le problème avec les anxieux, c'est qu'ils disent, ah, du coup, il faut que j'arrête de boire. C'est pas le fait que tu boives le problème, c'est que tu réagisses à la gueule de bois. Tu Hmm. surréagis
et du coup, tu l'anticipes quand elle arrive. Et du coup, sur le moment, tu vois, il y a plein d'impacts différents, mais la vie, elle est faite comme ça, en fait. Il y a jamais des hauts sans des bas. Quand tu vois, genre Olivier Giroud, il disait qu'il a eu une dépression après avoir gagné la Coupe du Monde. C'est normal, quand tu vis un moment extrêmement haut, forcément, il y aura une rechute à un moment. Laurent C'est pas Manodou, dramatique. avant-hier, parlait de Ah sa ouais? dépression, d'être C'est, c'est- arrivé nageur seulement troisième et du coup quatrième, ça n'avait plus de sens. Ouais. Mais c'est classique, c'est pas pathologique, c'est normal d'être comme ça, tu vois, les hauts et des bas, c'est comme ça. Et pour moi, je pense que l'approche qui est un peu différente d'autres approches que d'autres ont, c'est mais fais les choses en connaissance de cause et reste ouvert à l'idée que tu peux complètement te tromper. Tu peux parfaitement te mettre une race complète, vraiment pas boire d'eau, rien faire, et tu te réveilles le lendemain, t'es tellement pas attaché à ton état émotionnel qu'en fait tu te rends même pas compte de tes émotions. Tu t'es juste en mode, t'es en flow, mais même en flow dans ton mal. T'es fatigué, t'es fatigué. Tu passes ta journée au lit et tu juges pas, tu fais pas un jugement par rapport à ça. Ou alors t'éprouves un inconfort physique, mais il n'a pas besoin d'être mental, cet inconfort, tu vois. Après, évidemment, chacun y réagit différemment, mais pour moi, le point que je veux dire, c'est une sorte de priorité, tu vois. Plutôt, tu peux soit être priorisé le côté, il faut vraiment que je sois à fond sur ma santé et que j'optimise tout, soit tu Ouais, peux prioriser le côté résilience émotionnelle et ouais. d'accepter n'importe quelle émotion, qu'elle soit volontaire, causée par toi ou pas, tu vois. Et moi, j'étais arrivé à un stade, tu vois, où quand j'étais en fin de guérison, le pire truc à faire, techniquement, quand t'es anxieux, c'est de prendre du café. Parce que le café, c'est de l'anxiété liquide, tu vois. T'as clairement toujours un high au début et après, t'as un crash, toujours. Et l'anxieux vit très mal ça. Et moi, j'avais un peu adopté ce mindset de déglingo, justement, de me dire, c'est bon, j'ai plus peur de rien, je veux plus rien fuir. Si je dois Je vais ressentir boire une plein de mauvaise café. émotion, J'en bois 10 aujourd'hui. et bah justement, tous les mercredis, je me prenais un cold brew, c'est une boisson brassée à froid, donc je crois qu'il y a 2 ou 3 fois plus de caféine. Ouais. En plus, j'étais aux États-Unis à l'époque, donc je pense pas que c'était des doses légales en France, tu vois. Ça m'envoyait dans l'espace. J'étais très bien les premières heures, et je savais qu'il y avait un crash à bout d'un moment, tu vois. Ouais. Mais je le faisais exprès, et je me disais, je sais que je fais ça en connaissance de Allez, cause. je vais me boire Je vais 5 cafés tout montrer à à l'heure. mon corps, je vais montrer à mon corps que volontairement, je peux me confronter à ces émotions négatives. Et ça m'est venu, je sais pas si tu connais, il est très controversé, mais ce qu'il a dit, c'est pas mal. Par rapport à ça, c'est Jordan Peterson, c'est le Super connu, psychiatre ouais. américain-canadien, qui a dit, qui a trouvé, et je pense que c'est même pas lui qui a trouvé, mais qu'il a juste trouvé l'information, que la confrontation volontaire est le meilleur au stress post-traumatique. Que c'est le meilleur mécanisme pour contrer le stress post-traumatique, c'est la confrontation volontaire. Et de mon expérience empirique, je peux que confirmer ça. Clairement, tu as peur de quelque chose, Va t'y confronte-toi-y confronter. volontairement. Mais j'avais un client qui avait appelé ça le mindset de déglingo, et je kiffe beaucoup le mot. Vas-y à fond, tu fonces devant et tu verras que une ou deux expositions après, tu es en mode ok, c'est bon, Ouais. c'était. J'ai dit souvent à mes clients que les angoisses viennent de choses que tu n'oses pas tester et tu n'oses pas voir en fait. Ouais. Si tu vas te renseigner un peu, si tu vas regarder un peu, tu vas. Je sais pas, t'as peur massivement de la compta. Va faire de la compta, tu vois. T'as peur Mm. massivement de, je sais pas, d'un procès, d'un truc. Vas-y, renseigne-toi dessus. Va au tribunal, regarde comment ça se passe. T'as peur des médecins, des dentistes, va te renseigner, quoi. Ou t'as peur de ton ex, passe devant, regarde ce qu'il y a, y a rien de dangereux. Tout d'un coup, ton anxiété, elle disparaît. C'est Ouais, un bien monde sûr. imaginaire que tu te crées J'ai tout une seul, petite en fait, histoire pour toi, là-dedans. pour ça, parce que moi, une des grosses milestones de ma guérison, moi j'avais une anxiété qui était vraiment déterminée par la peur de la dépression. J'avais une peur irrationnelle de la dépression qui était à la racine de mon trouble anxieux. Et donc la pire chose qui aurait pu m'arriver, c'est de faire une dépression. Évidemment, je n'étais pas dépressif, mais avec la dépression Peur plus d'être dedans. anxiété, qui est un symptôme de l'anxiété, j'avais peur de le devenir. Et qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas moi qui l'ai choisi. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Une dépression. Donc c'était la fin du Covid, je me rappelle, ou le début du Covid. C'était le début du Covid, je crois. Et je vais dans un hôtel confiné en quarantaine, dans un petit hôtel de 15 mètres carrés, la chambre. Et je passe en plus une bonne soirée, enfin une bonne semaine. C'était Noël, j'étais censé bien m'amuser. Nouvel an, bam, je tombais sur quelqu'un qui avait le Covid, on a tous été contaminés. Mhm. Et là, j'apprends que je dois rester 3 semaines dans cet hôtel, tu vois. Dans une chambre d'hôtel de 15 mètres carrés, tu vois. Et donc, évidemment, un être humain normal déprime face à ça, tu vois. Et, et je sais pas, il y a eu ce déclic où j'appelle mon frère et je suis en mode, ça y est, mec, le pire est arrivé, je suis en dépression. C'est Mhm. bon, c'est fini, hein, c'est la fin, quoi. Et,
Et il m'a dit, mais. Et du coup, je commence, moi, avec mon truc d'anxieux. Il dit, oui, mais c'est parce que j'ai pris un McDo tout à l'heure, tu vois, j'ai pris beaucoup de sucre. Il me dit, mais Arthur, on s'en fout. On s'en fout pourquoi t'en déprimes. Mais genre, on s'en fout. T'étais juste en déprime, point barre. À quoi ça sert de savoir pourquoi? Genre, ça se trouve, ouais, c'est ton McDo. Mais ça se trouve pas du tout. Hmm. Ça se trouve, c'est parce que t'es dans une chambre de 15 mètres carrés. Genre, c'est logique pour moi, mais genre, on s'en fout, en fait. Arrête de chercher à comprendre. Arrête de chercher à comprendre. Et je sais pas, ça m'a fait un déclic. Et je me dis, bah, je vais essayer. J'ai 3 semaines, j'ai pas le choix de toute façon d'être déprimé et d'accepter d'être déprimé et puis voilà quoi. Et en fait, j'ai traversé ça. Cette pire semaine de ma vie s'est transformée en le meilleur mois et la meilleure année que j'avais passée depuis le début de mon trouble anxieux. Parce que ça a été un peu le dernier déclip, tu vois. Cette confrontation à la pire des choses que je redoutais Hmm. m'a fait atteindre ce qui est pour moi l'objectif quand tu guéris d'un trouble anxieux et l'objectif en général, ce que j'appelle la liberté émotionnelle. Donc c'est pas juste être capable de toujours être bien, tu vois. C'est juste être capable de ressentir n'importe quelle émotion, intense ou pas, sans la psychiatriser en fait. Et sans essayer Ouais. de chercher une émotion, une résolution ou à la comprendre. T'es déprimé, point barre, il n'y a pas de. Et c'est ça qui. Je l'ai vraiment noté pour le coup, ça, même si ça serait passé un peu plus dans la durée, comme je dis, à la fin de mon trouble anxieux. Là, ça a vraiment marqué un avant et après, où je me sentais libre, quoi. Je vivais comme ça ma vie et genre, je suis en mode, mais j'ai rien à fuir, je suis trop bien, quoi. Genre, je sentais vraiment une grosse différence suite à et cette expérience où j'ai vécu la pire chose que je redoutais depuis des années, quoi. Tu l'as Donc fait. oui, voilà. Merci Arthur. Où est-ce que les gens peuvent te contacter? Ils doivent cliquer sur quoi? Alors le lien qui sera juste en dessous. Est-ce qu'ils peuvent TikTok. s'abonner à TikTok? Où est-ce que tu es le plus productif? J'ai 3 réseaux, TikTok, YouTube et Instagram. Et donc les 3, c'est le même URL, c'est Arthur-Varin FR. Et donc Ok. ouais, vous pouvez me Ils trouver peuvent te là-bas. contacter s'ils souhaitent pour leur cas particulier en séance de coaching privé. Ouais, vous avez un lien dans ma description. Donc je propose des formations, des coachings. Donc j'ai des produits à différents prix pour les différents budgets. Mais ce que je disais tout à l'heure, j'ai pas d'informations que je garde derrière un paywall. Toutes mes infos, je les donne directement. Mais si vous, les produits payants que j'ai, c'est pour soit la synthétisation, soit du coaching privé. Mais sinon, si vous n'avez pas les moyens, il n'y a pas d'infos que je garde derrière un paywall. Vous avez toutes mes vidéos. Il y a beaucoup de vidéos à faire. Et je partage tout ce que je sais par rapport à ça. Et puis mes vidéos sont basées en général sur les commentaires que je reçois. C'est comme ça que je m'inspire pour mes vidéos. Donc si je réponds pas à vos questions dans mes vidéos, vous avez juste à mettre un commentaire et je ferai une vidéo dessus. Et puis c'est comme ça que je fonctionne, quoi. Arthur, je trouve ça magnifique comme démarche. Bravo, je suis très fier de t'avoir eu aujourd'hui en interview. Donc un Merci à toi. immense merci à toi d'avoir pris ce temps. Un immense bravo et t'as changé ma vie, réellement.